présente, je m'appelle du coup Pierre Caverini, je suis en cinquième année d'ostéopathie à l'école d'Anier d'ostéopathie et c'est ma toute première conférence, présentation, donc je vous demanderai d'être indulgent avec moi. Donc le thème du coup de cette présentation, ce sera l'ostéopathie et la posturologie et particulièrement chez les gamers. Donc voilà à peu près le plan. On aura du coup qu'est-ce que l'ostéopathie pour vous expliquer en deux mots. Ensuite expliquer ce que c'est la posturologie. Ensuite, que peuvent faire les ostéopathes sur les problèmes liés à la posturologie. Enfin, en quoi ça concerne les gamers. Et après, des petits conseils cadeaux. Donc voilà la définition de l'ostéopathie qui est sur le site du gouvernement. C'est un peu long à lire, mais en soi, un ostéopathe, c'est un professionnel de santé qui soulage les douleurs plutôt musculo-squelettiques ou musculaires ou viscérales, purement avec les mains, par différentes techniques, et c'est seulement avec ses mains qu'il fait ça. Il doit du coup établir un diagnostic, comme le font les médecins, arriver à savoir quelle est l'origine du problème, d'où vient le problème, pour ensuite soulager la douleur. Et un ostéopathe doit aussi être capable du coup de rediriger si jamais il y a un problème qui n'est pas de son ressort, que ce soit chez le médecin, que ce soit chez le podologue, l'ophtalmo, etc., autres professionnels de santé. Et voilà, les troubles fonctionnels qu'on soigne particulièrement nous en ostéopathie s'appellent des dysfonctions ostéopathiques. Plus fort? Pardon? Les dysfonctions ostéopathiques, qu'on va expliquer juste après. Une dysfonction ostéopathique, contrairement à une lésion qui peut avoir d'un organe médical, où vraiment il y a un gros symptôme et qu'il faut être traité par des médicaments, une lésion ostéopathique, c'est une perturbation de la qualité ou de la quantité de mouvement, que ce soit au niveau articulaire ou au niveau viscéral. Et du coup, on peut mesurer la qualité ou la quantité de mouvement au niveau articulaire, on peut savoir combien on a perdu, mais tout ce qui est viscéral, c'est seulement grâce à la palpation qu'on affine tout au long des 5 années et tout au long de notre vie qu'on arrive à savoir et à trouver les dysfonctions viscérales. Donc voici les 5 grands principes de l'ostéopathie que je vais vous expliquer. Le premier, c'est l'interrelation entre la structure et la fonction. Pour que la fonction marche correctement, il faut que la structure soit saine. C'est tout simple. Vous pouvez voir par exemple comme dans une voiture, s'il y a une vis qui se dévisse au niveau du moteur, bah, au début ça va aller. Après, au fur et à mesure, à cause des vibrations du mouvement, il y a une deuxième vis qui va partir. Et au bout d'un moment, on aura le petit signal comme quoi le moteur ne marche plus. Le moteur, voilà. Et ben, c'est la même chose. Il faut que la structure soit saine, soit parfaite pour pouvoir fonctionner parfaitement. Ensuite, on a la force d'auto-guérison du corps. Le corps a toutes les solutions normalement pour lutter contre les agressions extérieures. Dès qu'il y a une maladie, il y a la fièvre, il y a les globules blancs, le système immunitaire. Le corps sait répondre aux agressions. Et c'est pareil pour les différents troubles, les douleurs musculaires, les problèmes lors d'une grosse chute, lors d'une entorse, il sait faire. Et l'ostéopathe va seulement accélérer, c'est un catalyseur justement de ce phénomène d'auto-guérison du corps. Ensuite, on a la vascularisation, l'élément le plus important, où l'artère est reine. Tout simplement parce qu'il faut de l'énergie pour arriver à guérir, pour arriver à soulager, pour pouvoir bien fonctionner. Et l'énergie, c'est acheminé par du coup les artères, c'est les veines, etc., qui du coup arrivent à bien transporter l'énergie, transporter les déchets pour pouvoir que le corps se soulage et fonctionne correctement. Ensuite, on a le corps en tant qu'entité, en tant qu'unité, la globalité du corps. On prend toujours la globalité du corps en ostéopathie, on ne prend pas juste la zone qui est douloureuse. Typiquement, suite à une entorse, on peut avoir une douleur au niveau du bas du dos. On ne s'explique pas pourquoi au début. Et nous, en tant qu'ostéopathe, on va aller voir en fonction des adaptations qu'il y a pu avoir au niveau de la hanche, au niveau du genou, au niveau musculaire. Et que la douleur qu'on avait au niveau du dos, c'était à cause de l'entorse qui a été faite il y a 3 mois. Et enfin, le mouvement, c'est la vie. Un principe très important. C'est pas compliqué. Le mouvement, c'est la vie.
par exemple, le Big Bang, l'origine de tout, c'est l'origine surtout du premier mouvement. C'est le premier mouvement qui a du coup déclenché et qui maintenant a permis qu'on existe. Les atomes sont en mouvement, les cellules sont en mouvement, donc l'énergie c'est le mouvement. Et donc forcément restreindre son propre mouvement, c'est totalement contre nature. Ensuite, voilà la définition du coup de la posturologie. Et comme son nom l'indique, la posturologie c'est l'étude de la posture. Et pour expliquer ça simplement, le corps a juste dû trouver des solutions pour lutter contre la gravité. Et c'est l'ensemble de ces solutions qu'on appelle du coup la posturologie, qu'on appelle la posture. Voilà, vous avez compris. Il y a 5 capteurs principaux dans la posturologie. Il y a 5 capteurs, oui, 2 principaux et 3 secondaires. Les 2 principaux sont l'organe tendineux de Golgi et la proprioception. On verra ça en détail juste après, vous inquiétez pas. Et après, dans les secondaires, il y a les yeux et la mâchoire qui sont très liés, ainsi que le pied. L'organe tendineux de Golgi, qu'est-ce que c'est? C'est un récepteur sensitif. Et qu'est-ce qu'un récepteur sensitif? C'est une information qui vient de la cible vers le cerveau. Par exemple, lorsqu'on touche la peau, l'information va de la peau vers le cerveau. Et bien c'est pareil pour l'organe tendineux de Golgi, qui lui se situe vraiment à ce niveau-là, entre les muscles et l'os, donc dans le tendon, et il va réussir à sentir la tension musculaire. Et il va envoyer cette information quasiment en permanence au cerveau, qui lui permet du coup de savoir exactement dans quelle position se retrouve le muscle, et donc dans quelle position se retrouve l'articulation, et dans quelle position se retrouve le corps en entier. Et donc ce phénomène s'appelle la proprioception. Voilà. La proprioception désigne la perception de la position des différentes parties du corps. C'est la capacité de se situer dans l'espace. Vous pouvez essayer un exercice très simple. On ferme les yeux, on met le bras tendu, on pointe l'index et en fermant les yeux, à chaque fois, si on va toucher le nez, on y arrivera 99% du temps, peu importe comment est-ce qu'on met le bras. Vous pouvez essayer chez vous, vous pouvez essayer maintenant si vous voulez. Et c'est vraiment le fait de savoir exactement à chaque fois, de savoir grâce aux organes tendineux de Golgi qui savent à tout le temps comment sont les muscles, comment sont les articulations, comment se situe notre corps et comment du coup arriver après à s'équilibrer, à compenser lors des déséquilibres. Donc nous, en ostéopathie, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Par rapport à ces organes tendineux de Golgi, par rapport à la proprioception? On ne va pas vraiment travailler directement sur les organes tendineux de Golgi, c'est trop compliqué, c'est dans les tendons. Mais on peut relâcher directement le muscle. Si on relâche le muscle, forcément du coup il y aura moins de tension sur cet organe, sur ce récepteur, et donc il y aura la mauvaise information véhiculée par ce récepteur disparaîtra. Et ce sera pareil avec les ligaments, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les organes tendineux de Golgi se trouvent dans les tendons et dans les ligaments. Du coup, en relâchant les muscles, en relâchant les ligaments, on relâche déjà et on permet une bonne proprioception. Et j'ai mis en troisième aussi les articulations. Tout simplement parce que ce soit, comme vous pouvez voir sur le côté ici, dans les ligaments et les muscles sont de part et d'autre de 2 os, donc d'une articulation. Par exemple, pour le quadriceps ici, il s'insère au-dessus au niveau du fémur et après au niveau du tibia pour permettre l'extension de la jambe. Donc forcément, s'il y a un problème, donc une dysfonction ostéopathique au niveau du genou, le tibia qui est un petit peu reculé, qui est un petit peu bloqué, et bien forcément ça va avoir une plus grosse tension au long terme sur le quadriceps et donc une mauvaise information proprioceptive. Alors en relâchant l'articulation, en relâchant les muscles, en relâchant les ligaments, on remet tout à zéro et on est bon. Ensuite, donc, dans les capteurs, on a aussi les yeux. Les yeux, on a principalement aussi donc, en 2 parties pour les yeux. On a d'abord la rétine et les muscles oculomoteurs. On a du coup la rétine qui permet de voir les images, qui permet de voir les contrastes, voir le mouvement.
Et donc forcément, avoir tout ça, il permet d'avoir un rôle dans les réactions posturales, arriver à compenser si jamais il y a un déséquilibre, arriver à pallier à ça. Et après, il y a un deuxième point, ce sont aussi les muscles oculomoteurs, qu'on voit ici, qui sont autour de l'œil, qui permettent la mobilité de l'œil. Et forcément, ce sont des muscles, donc ils envoient aussi des informations proprioceptives. Et nous, en tant qu'ostéopathe, on peut travailler légèrement du coup, sur ces informations proprioceptives au niveau des muscles oculomoteurs, mais pas directement sur l'œil. Dans ce cas, ce qui nous reste à faire, c'est rediriger, faire des professionnels de santé qui savent le faire, comme les ophtalmos, les orthoptistes, et j'en passe. Deuxième capteur de la posturologie secondaire, on a donc la mâchoire. Pourquoi? Parce que la mâchoire, évidemment, on a des muscles, on a des ligaments, on a une articulation, donc ça envoie des informations proprioceptives. Mais là où c'est intéressant, c'est que les yeux et la mâchoire sont liés entre eux parce qu'ils partagent un même nerf. Il y a un nerf au niveau de la mâchoire, un nerf au niveau des yeux qui se rejoignent après dans le cerveau. Et du coup, s'il y a une mauvaise information au niveau de la mâchoire, ça peut perturber les messages au niveau des yeux et donc un problème postural qui va s'en suivre. Nous, en tant qu'ostéopathe, on peut travailler donc sur les muscles, on peut travailler sur l'articulation, principalement. Et après, il y a aussi à ne pas négliger les dents. Les dents qui sont très importants, qui jouent un rôle primordial au niveau de la mâchoire. Une douleur au niveau de la dent, on va forcément compenser à vouloir mâcher avec l'autre partie des dents. Et on va commencer à fatiguer, on va commencer à forcer sur des muscles que d'une seule partie. Ça va faire du coup qu'au bout d'un moment, la mâchoire va craquer, la mâchoire va être gênante, elle va se décaler. Et au final, envoyer une mauvaise information posturale. Et dans ce cas-là, il faudra voir avec un dentiste. Et dans ce cas-là, le mieux, c'est de faire au moins une fois par an un petit check-up dentiste pour être sûr. Ensuite, nous avons le pied, un capteur postural. Le pied est composé de 26 os, 16 articulations, 107 ligaments et 20 muscles. Et dans les 20 muscles, je parle seulement les muscles intrinsèques, les muscles qui sont vraiment dans le pied, sans parler parce qu'il y a aussi des muscles qui sont au niveau du mollet et qui ensuite s'insèrent sur le pied. Donc forcément, qui dit beaucoup de ligaments, dit beaucoup de muscles, dit très grosse information proprioceptive. Donc ça, en ostéopathie, on peut directement travailler dessus, travailler sur les articulations, relâcher les muscles, comme on l'a vu jusqu'à maintenant. Mais il y a un deuxième point très important au niveau du pied, c'est la peau au niveau de la plante de pied, qui ont beaucoup de récepteurs de pression et qui sont primordiales pour la posture. Et vous pourrez essayer ça chez vous. Vous fermez les yeux, vous vous penchez en avant et vous savez exactement quand est-ce que vous pouvez plus aller en avant d'aller en déséquilibre, avant de tomber. Et pareil, lorsque vous êtes en avant, vous revenez en arrière et vous vous retrouvez exactement au même point que le point de départ. Et ça, c'est grâce au capteur qu'il y a au niveau de la plante du pied. Malheureusement, on ne peut pas vraiment travailler dessus en tant qu'ostéopathe. On peut travailler un petit peu sur les tensions, un petit peu sur la voûte plantaire, mais sur les capteurs, en général, on ne peut pas faire le travail dessus. Et dans ce cas-là, il y a une redirection qui peut se faire chez les podologues ou chez les kinésithérapeutes. Ensuite, ce n'est pas un capteur principal de la posture, mais la colonne vertébrale joue un rôle très important dans le système postural. Elle est composée de 22 vertèbres, donc 5 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, vous pouvez voir. Au niveau du sacrum, il y en a 5 qui sont soudées entre eux, et au niveau coccyx, 3 à 5 vertèbres qui sont aussi soudées entre elles. L'axe qui nous intéresse beaucoup, c'est que la colonne vertébrale, c'est vraiment le pilier central du corps, et il y a beaucoup de muscles et de ligaments qui s'insèrent de chaque côté, entre chaque vertèbre, et même plus haut. Du coup, très grosse information proprioceptive, et aussi une grande capacité à s'adapter et à... Comment dire ? Oui, c'est ça, à s'adapter si jamais il y a un déséquilibre, à revenir à une bonne position initiale, à compenser si jamais il y a une douleur.
étant donné au niveau des thoraciques, il y a aussi il y a les côtes. Donc forcément, s'il y a des côtes, ça fait qu'il y a moins de mobilité, surtout au niveau de la rotation. Donc ce sera le cou et les lombaires qui vont créer le plus qui auront le plus de mobilité et qui sont souvent les zones où il y a le plus de douleur lorsqu'on est en position assise. Vraiment le bas du dos et les cervicales, c'est là où il y a le plus de douleur. On verra ça juste après. Les cervicales sont vraiment très importantes car c'est eux qui vont stabiliser surtout au niveau du regard, qui sont un capteur de la posture. Et donc, des grosses tensions au niveau cervical peuvent entraîner des problèmes aussi au niveau des yeux, etc. Pour stabiliser le regard. Et voilà. Globalement, du coup, ce que je viens de vous dire, à quoi ça sert au niveau pour les gamers, ça à quoi pour les personnes qui restent assises devant un écran pour une grosse partie de la journée, eh bien, ça sert du coup à sensibiliser à avoir pour la bonne posture et éviter les douleurs qui peuvent y survenir. Et les douleurs les plus communes qu'on retrouve, que ce soit du coup chez les gamers ou même dans les sports, ou même chez les personnes qui travaillent dans la bureautique, ce sont du coup les douleurs au niveau du cou, au niveau du lombaire et au niveau du bras. Au niveau du dos, c'est principalement s'il y a une mauvaise posture qui se tient toute la journée. Sur le côté, on se cale comme ça, on se met en arrière, ça a très douleur au niveau du bas du dos. Pour ce qui est du cou et du bras, c'est surtout pour les gamers au niveau des APM, actions par minute, qu'on peut retrouver, qui doivent être très importantes dans certains jeux, que je parle des jeux comme CSGO ou comme ça, d'autres jeux comme Animal Crossing, il y en a forcément un petit peu moins. Donc voilà deux images entre mauvaise posture et bonne posture. Voilà, on voit un petit peu. Bref, il n'y a pas de commentaire à dire. Donc là, voilà les petits conseils qui pourraient du coup aider. La chaise ergonomique, bon là un petit peu spéciale pour les gamers. Et pourquoi est-ce qu'elle est si intéressante? En premier point, elle a un coussin au niveau lombaire. Et au niveau lombaire, ça permet du coup de garder la bonne courbure au niveau de la colonne vertébrale, qui du coup qui est importante à conserver. Ensuite, on a les accoudoirs. Pourquoi les accoudoirs? J'ai une petite histoire par rapport à ça. J'ai un professeur qui a fait une étude, c'était en 1991, parce qu'il avait dans son cabinet des récidives de personnes qui venaient pour une douleur au niveau du cou. Et comme lui, à chaque fois que si une première consultation ne marche pas, la deuxième, il l'a fait la semaine d'après gratuitement, bah, au bout d'un moment, si ça revient à chaque fois, ça commence à lui coûter cher. Du coup, il commence à se poser des questions, il commence à mener une petite enquête, et il découvre que c'était à cause de l'apparition des premières souris en 1991. Et forcément, il n'y avait pas forcément d'études qui a été faites sur comment correctement prendre la souris. Du coup, il a fait des petits calculs mathématiques et il est arrivé à la conclusion que le poids de la souris, si le coude n'est pas posé, a une pression d'à peu près 350 kg au niveau du trapèze et au niveau de l'épaule et au niveau du cervical. Donc autant dire que toute la journée comme ça, il y a des douleurs cervicales qui arrivent obligatoirement. Donc l'accoudoir est très important et si on n'a pas d'accoudoir, autant avancer le clavier, avancer la souris pour que les coudes soient posés sur la table. Ensuite, on a les roulettes et le système rotatif. Ça permet surtout d'accompagner le mouvement pour éviter que ce soit toujours le dos qui le fasse. Ça va aider, parce que les mouvements toujours répétés d'un même mouvement, ça finit par créer des douleurs. Et ensuite, on permet aussi de régler la hauteur de la chaise pour pouvoir avoir les épaules à la bonne hauteur, pour avoir les yeux à la bonne hauteur, pour pouvoir regarder correctement l'écran sans avoir à se casser le dos ou à finir bossu parce qu'on regarde trop bas. Donc voilà à peu près comment il faut se tenir sur la chaise. Donc il faut vraiment épouser un maximum la forme du siège. Si c'est un siège assez ergonomique, les chaises comme ça, j'avoue, c'est pas très agréable pour jouer, quoi. Et il faut respecter environ 90 degrés au niveau
des hanches, 90 degrés à peu près au niveau des genoux et 90 degrés à peu près au niveau des chevilles. Évidemment, les coudes sur les accoudoirs. Ensuite, on a du coup les claviers. Principalement clavier, après on parlera de la souris aussi. Et c'est pas forcément une si bonne idée d'avoir des Reos claviers comme on a là-bas, là. Puisque du coup, en fait, ça entraîne une cassure au niveau du poignet. Donc là, autant utiliser un clavier bas, sans Reos. Sur le long terme, ça risque d'avoir des inconforts. Et pour ce qui est ensuite des repose-poignets, on peut l'utiliser pour la souris, vu qu'on prend la souris par le dessus. Quand on prend par le dessus, forcément, ça va casser un tout petit peu le poignet. C'est pas non plus flagrant, mais un petit repose-poignet, ça peut aider, ça peut soulager un petit peu, vraiment sur le long terme. Ensuite, on a du coup la posture surtout au niveau de la tête. La tête, la distance doit être à peu près entre 60 à 90 cm de l'écran et vraiment en face, pas sur le côté. Même si on a deux écrans, autant avoir un écran principal vraiment devant vous et après avoir un deuxième sur le côté qu'on va regarder de temps en temps. Ça va vraiment éviter les mouvements répétitifs et trop grands de la tête non-stop. Ensuite, le bas de l'écran doit se situer à peu près à 35 degrés. Bon, j'avoue que c'est quand même difficile quand on est tout seul de mesurer 35 degrés en fonction de devant. Mais en soi, un petit haut, pour faire simple, déjà, pour les claviers, les ordinateurs portables comme j'ai moi ici, les 35 degrés en fonction de la face, ça arrive à peu près au milieu de l'écran. Donc du coup, rehausser un petit peu l'écran comme on a là, c'est beaucoup mieux. Est-ce que maintenant on regarde chez les joueurs professionnels de e-sport, on tout ça un écran un peu plus haut pour soulager notamment les cervicales. Ensuite, la luminosité aussi, parce que ça risque de fatiguer très vite l'œil, doit être environ de 400 lux. Et normalement, le maximum sur un ordi, sur un PC, c'est de 1000 lux. Donc le mieux serait à peu près à la moitié de la luminosité pour les écrans. Voilà maintenant du coup quelques petits échauffements possibles à faire avant une grosse session d'e-sport. Donc à faire à peu près pendant 10-20 secondes à peu près chaque mouvement. On fait ça 2 fois. On peut faire un peu de stretching, on peut faire un petit peu comme ça et ça va pas mal. Je sais pas quoi essayer mais je le ferai bientôt. Ensuite, d'autres conseils, quand même faire du sport, avoir une bonne hygiène de vie et se lever de la chaise régulièrement. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, pour faire du sport, je vous rappelle que le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, c'est la vie, et faire toujours le même mouvement, c'est pas vraiment un bon mouvement. Quand on regarde les joueurs professionnels, par exemple, enfin les joueurs professionnels, les sportifs professionnels de lancer de javelot, ils font pas que du lancer de javelot toute la journée. Ils vont s'échauffer tout le corps, ils vont s'échauffer les muscles à côté, et même l'autre bras parfois. C'est tout le corps qu'il faut bouger pour pouvoir maintenir une bonne posture, pour pouvoir avoir des bonnes informations proprioceptives grâce aux muscles. Ensuite, on a vu aussi que le cerveau, c'est un muscle et il fatigue à être tout le temps sollicité par les écrans. Et le meilleur moyen, il y a vraiment 2 façons pour soulager le cerveau, c'est 1, dormir, 2, faire du sport. C'est le meilleur moyen pour libérer le cerveau. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça après une fatigue, après des heures devant un écran. Une bonne séance de sport, courir, faire du sport, ça vide totalement l'esprit. Et ça permet du coup d'avoir vraiment un moral bien meilleur après et du coup une efficacité lorsqu'on reprend l'écran, on reprend le jeu ou même l'e-sport. Ensuite, avoir une bonne hygiène de vie. Il faut du coup manger correctement, se laver, sociabiliser. Sociabiliser, pas forcément dehors, on peut aussi sociabiliser par les jeux, c'est quand même sympa. Et dormir, c'est très important pour le moral et ça vraiment est pareil avec le sport, ça augmente l'efficacité à chaque fois. Ensuite, se lever de sa chaise régulièrement. Ça prévient les douleurs du dos principalement. Le fait toujours de se lever, toujours mobiliser un petit peu, bouger, fait du bien. Et après, ça aide aussi à l'hygiène. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on est en partie pendant des heures et des heures, on se met à arrêter et d'un coup, le corps crie « Mon Dieu, j'ai faim, mon Dieu, j'ai soif, mon Dieu, il faut que j'aille aux toilettes ». Et bah, c'est pas naturel ça. Il faut toujours de temps en temps se lever, au moins au bout d'une heure,
se lever genre juste 5 minutes et se lever pour aller prendre un verre d'eau, pour aller grignoter quelque chose, pour aller aux toilettes. Comme ça, vous arrivez à écouter votre corps, savoir de quoi il a besoin ce moment même. Voilà, voilà. Donc en dernière, avant d'arriver à la fin, je vais vous parler de mon mémoire que je fais en ce moment. C'est la prévalence dysfonctionnelle chez le streamer. Donc si l'un d'entre vous est streamer ou connaît des streamers, je serais du coup très content si vous pouviez venir me voir ou ici ou juste où moi je suis tout l'après-midi à côté avec les ostéos pour pouvoir voir si vous êtes intéressé ou en parler. Merci beaucoup de votre attention.